Eh bien, bonsoir Inès. Est-ce que tu as reconnu Papou? Après 5 mois sans avoir coupé sa tignasse, et voilà que maintenant on a la coupe de l'été. J'espère que je ne suis pas descendant de Samson dans les mythologies bibliques, là, où en lui coupant les cheveux, il avait perdu toute sa force géant de grande forme. Voilà, c'est donc après une nuit qu'on le saura. Demain, je saurai si la force était dans les cheveux. Mais non, la force est dans tout ce qui est raccordé avec la nature, et comme tout est raccordé, ça peut être dans le petit orteil, comme dans l'auriculaire, partout. Voilà, hier, nous avons parlé des puces qui sont des insectes, donc beaucoup d'insectes, et on a parlé aussi de l'araignée. Eh bien, sachez que l'araignée, pourquoi j'ai parlé de l'araignée, c'est parce que beaucoup de questions se posent quant au niveau des tiques. Et les tiques sont des acariens, donc des parasites qui ont les 8 pieds qu'ont les araignées. Donc ça fait partie de ces araignées. Mais les araignées, on a vu, avec leurs 8 pattes articulées, qui sont des tout-terrain, nos tiques, c'est un peu différent. Nos tiques vivent sur un animal, un chien, mais ça peut aller aussi chez des animaux sauvages de la forêt. Donc, le tout est de savoir que les puces arrivent et ils sont sur la gestion, quand on est domestiqué, ils sont de la gestion du maître. Donc on peut gérer tout ça. Depuis le moment où on a commencé à donner des aliments dénaturés, des aliments qui ont passé à toute haute température, eh bien nous avons eu des puces directement. C'est ainsi que directement, après la mise en vente de produits faits par des professeurs qui sont au fait au service de l'industrie et au service du commerce, mais pas au service de la santé, on a vu que les chiens et les chats étaient pleins de puces. Tandis qu'avant, nous savions que les puces allaient se faire valoir, surtout en fin d'été. Et la plupart des cas, c'est qu'on avait oublié que la chasse s'ouvre en novembre et qu'en été, les loups ne mangent pas de viande parce qu'à ce moment-là, ils pourchassent leurs proies qui ont pu survivre au printemps. Et parce que s'ils ne pourchassent pas leurs proies, automatiquement, nous aurons une multiplication énorme de lapins qui s'occupent plus de l'environnement, ni des pigeons et des autres oiseaux qui ne feront plus de nid. Et nous aurons la peste de la volaille et nous aurons la myxomatose des lapins. Donc tout est connecté dans la nature. Les saisons, les endroits et tout. Et les puces donc sont dans cette régulation que l'homme, dans sa domestication, doit suivre pour être bien. Donc en été, quand on fait beaucoup de barbecue, eh bien, nous allons donner trop de viande au chien, puisque le chien, s'il mange de la viande, c'est surtout les os qu'on donne alors, parce qu'un chien, au fait, dans la nature, il ne va pas manger un os que dans la famine. Et nous, on va donner un os au-dessus d'un repas qui est déjà bien trop fort. Et quand on fait le barbecue, il n'y a pas beaucoup d'activité. Très peu de gens sont prêts à faire un grand exercice, une énorme promenade avant ou après. Ce qui était mieux, c'est de le faire avant. Voilà. On comprend que les puces, on peut gérer en faisant les choses d'une bonne façon, en comprenant pourquoi elles sont là. Donc c'est une question de régime et une question de bonne compréhension de l'activité, puisqu'une fois adulte, tout ce qu'on mange doit être combustible par les muscles et les détritus, enfin on appelle ça les métabolites de l'activité musculaire, vont être des bonbons pour le foie et le rein qui pourront donc mettre à fin un recyclage quotidien, circadien, et donc ne pas accumuler des toxines. Ça, c'est une première chose. Mais quand on va parler des araignées, surtout ici des acariens et donc des tiques, nous sommes dans tout autre monde. Ce sont des mondes assez intéressants à suivre pour comprendre comment ils vivent. Ils n'ont pas tant de tout-terrain. Ils sont obligés de trouver le truc pour arriver sur la proie. C'est pas la proie, sur l'individu qu'ils veulent atteindre. Et il y a donc une précipitation plus forte pour les tiques que nous connaissons autour de nous, pour le chien et le chat, mais et bien sûr, s'il nous manque de chiens et de chats, ou que le chien et le chat qui se promènent dans la nature où il y a encore de l'herbe et des arbrisseaux, eh bien, donc l'animal ayant pris des toxines contre des pesticides, contre tiques, puces et tous les autres insectes qui, sans qu'on le sache, attaquent aussi les coléoptères et toute la faune qui est dans cette flore où on se trouve, nous allons donc contaminer beaucoup plus que ce qu'on pense. Mais enfin, la puce et la tique ne veulent pas arriver près du chien ou du chat, puisque automatiquement ils vont en crever. Donc ils le font quand même pour ne pas mourir de faim. Mais alors s'il y a une personne et que cette personne se
déplace avec un morceau de sa chair qui est à la lumière, avec un short chez les humains, ou avec un grand décolleté, et bien voilà que la tique va essayer de prendre alors l'animal humain qui est pas sa proie préférée, mais qui devient celle qu'il faut prendre. En plus, quand on sait que c'est à cause de l'humain qui a inventé tous ces pesticides, ces biocides, pour ne pas devoir réguler la santé de l'environnement, qui doit être fait pour que les tiques soient bienveillants et qu'il y en ait moins, et bien comme on ne le fait pas, le tic alors va encore faire comme tous les terroristes qui mettent une bombe, et bien, eux ils mettent comme bombe la borrelia, il y a encore bien d'autres maladies pour s'intégrer dans la proie, donc qui est le hôte qui au fait a demandé de venir. Alors ce qui est typique de la tique, quand c'est la première étape, donc d'abord il y a l'œuf, et puis il y a la larve, et puis il y a le nymphe, et puis il y a l'adulte. Il y a donc à savoir que ces animaux, ces tiques, ne prennent que 3 fois une proie. Vous allez entendre ça après dans un petit montage que j'ai repris sur Internet. Sur les tiques, c'est tellement bien expliqué que je ne pourrais pas le faire aussi bien. Et donc, je veux simplement bien dire que la tique arrive à vous mordre, ou à mordre, à s'intégrer, à faire un creux dans la peau sans faire du mal, parce qu'elle crache un venin qui est capable d'envoyer tout plein de trucs, de parasites même, hein, de la proie précédente. Et donc, en plus, il se cimente. Donc il n'est pas facile à défaire. Moi je me rappelle au Congo quand j'étais petit, avec mes parents, nous avions un chien, un berger allemand, nous avions un singe, un chimpanzé, et nous avions un perroquet qui se mobilisait, le singe sur le chien et le perroquet sur l'épaule du chimpanzé. Et on voyait le chimpanzé avec ses mains rencontrer une tique qui était souvent, et comme toujours, dans la face ou dans le poitrail en avant, puisque c'est là que le chien met son nez quand il est promené et qu'il n'a rien à faire, qu'il est comme un mouton, et que le maître n'est pas un jogger, mais un berger qui permet au chien donc de se promener et d'aller mettre son nez là justement où les tiques sont, parce que les tiques sont là, dans un milieu, quand il n'y a pas de bêtes sauvages, il n'y a pas assez d'animaux sauvages de tous les genres, parce qu'alors la faune prend une autre dimension, et quand la faune devient pleine de ronces et pleine de fougères, ben nous savons que nous n'avons pas des animaux sauvages suffisants pour entretenir la faune. Et dans ce cas-là, eh bien, chaque fois que le chien met son nez, eh bien, il attrape des tiques devant. Eh bien, le singe prenait patience, il tenait la tique qui était déjà développée, un peu, ou bien nymphe, ou bien peut-être déjà adulte, et le tenait sans faire trop de pression, et à un moment donné, bon, la tique lâchait, puisqu'elle n'avait pas peur de la difficulté, de la méchanceté que faisait celui qui essayait de tirer la tique, et alors ça crache encore plus, ça croche encore plus, et alors crache son venin encore plus fort. Voilà, quelques idées que je voulais vous annoncer au niveau des acariens qui sont donc les tiques, et voilà, ne soyons pas formés à être contre ou pour quelque chose, mais essayons de comprendre pourquoi ils sont là, et comment on fait pour qu'ils ne soient pas pathogènes. Mais ils doivent être là pour faire l'équilibre. On ne sait pas avoir de la lumière si on n'a pas un moment où il y a le noir de la nuit. On ne sait pas avoir que le soleil ou avoir que la lune. Tout est dans un cycle arcadien. Et dans ce cycle-là, nous devons récupérer toutes nos problématiques qu'on a provoquées et toute la renaissance de ce qui peut nous donner du bien et un accord avec la nature. Maintenant, je vais vous proposer de regarder ce petit film que j'ai pris sur l'Internet qui parle d'éthique d'une façon, à mon avis, très claire. Je vous remercie de votre attention. Oui, nous allons parler d'un animal que tout le monde connaît, la tique, un animal très connu de nom, mais beaucoup moins connu dans les détails. Quel est le rythme de vie d'une tique? Pourquoi nous ne ressentons aucune douleur pendant la morsure? Plein de questions auxquelles je vais tenter de répondre dans cette vidéo. Pour commencer, il faut savoir qu'il existe différents types de tiques. Les tiques dures, les tiques molles et les Nutalilidae. Les tiques dures sont les plus connues, ce sont elles qui regroupent la plupart des tiques. Elles piquent les animaux et les hommes. Elles causent des maladies et l'affaiblissement de l'animal ou de l'homme infesté. Les tiques dures sont moins connues, ce sont les plus grosses. En Europe, elles sont surtout présentes dans le pourtour méditerranéen. Les Nutalilidae sont les moins connues. Il y a pour le moment peu de renseignements
un hôte. En gros, vous pouvez très bien être un hôte pour une tique. Concernant le rythme de vie, tout dépend de la tique. Mais la majorité des tiques mordent 3 fois durant leur vie sur 3 hôtes différents. Elles ont donc un cycle triphagique. La première phase est la phase larvaire. Elle se nourrit du sang du premier hôte, en général un petit animal. Puis elle tombe au sol afin de muer, changer de peau et évoluer en nymphe. La deuxième phase est la phase nymphale. Elle se nourrit du sang d'un deuxième hôte, en général un animal de taille moyenne, car il y a plus de sang. Une fois bien nourrie, elle tombe au sol pour muer une deuxième fois et se transformer. La troisième phase est la tique adulte. Encore une fois, la tique adulte va se nourrir de sang, mais cette fois-ci du sang d'un animal de grande taille ou d'un homme avec un grand H. Le fameux troisième hôte triphagique, je pense que vous avez compris. Là, il y a 2 solutions. Soit il s'agit d'un mâle, dans ce cas il se reproduit et meurt, ou alors d'une femelle. La femelle va donc se reproduire, pondre et finir par mourir. Pour information, certains tiques peuvent vivre 2, 3, 4, voire 5 ans, tout dépend de l'espèce. D'autres tiques ont un cycle dit diphagique, c'est-à-dire avec 2 hôtes différents, et d'autres avec un cycle monophagique, c'est-à-dire qu'ils font leur vie avec un seul hôte. Expliqué plus simplement, elles piquent 3 fois le même animal. Continuons avec la morsure de la tique. Certaines personnes vont dire piqûre, c'est pour ça que j'ai un peu les 2 mots. Je ne sais pas vous, mais moi, à chaque fois, je me demande comment elle fait pour mordre une fois que il faut savoir que plus la tique est grande, plus elle sera difficile à enlever. Effectivement, plus elle est grande, mieux elle sera incrustée dans la peau. Pour compliquer les choses, elle sécrète une sorte de colle qui collera au terme à la peau de son hôte, ce qui lui permettra de rester bien accroché même quand on gratte. Il faut également savoir que la morsure d'une tique prend en général plusieurs heures afin qu'elle s'incruste bien jusqu'au sang. Alors là, la question est pourquoi une piqûre de tique ne fait pas mal? Tout simplement car lors de la morsure, la tique injecte un cocktail de molécules qui affaiblissent localement l'immunité de l'hôte et insensibilisent le système nerveux. Pas bête comme petite bête. Le 4e point, c'est les maladies. La plus connue est la maladie de Lyme, mais ce n'est pas la seule, il en existe vraiment beaucoup. Effectivement, la tique est l'animal vecteur du plus grand nombre de micro-organismes et de maladies différents dans le monde. Ce sont des agents vecteurs de nombreuses pathologies humaines et animales. Pour vous expliquer facilement, je vais utiliser l'exemple de car c'est moins connu. Si une tique mord un humain ayant le rhume en décembre, la tique est donc porteuse de micro-organismes infectés par le rhume. Si au mois d'avril, elle mord quelqu'un d'autre, cette personne tombera certainement malade car le rhume pourra se diffuser dans son corps. La tique permet donc à de nombreuses maladies de survivre au froid hivernal. Vous l'aurez donc compris, mais la tique est vraiment pas un animal très sympa. Je vous mets en description une liste des différentes maladies dans le monde transmissibles par la tique. En parlant de sympa, nous allons parler des prédateurs de la tique. Et oui, certaines bêtes adorent manger les petites. Je vous ai donc sélectionné 3 d'entre eux les plus connus. Dans la liste des plus grands prédateurs, nous avons les araignées, les acariens entomophages et les amphibiens durant leur stade de vie terrestre. Bien sûr, il en existe. Ici. Et voilà. Donc, quelque chose en plus à ajouter, c'est que les tiques ont, sur les métatarses dorsaux des 2 premières pattes, ils ont un organe de halaire qui est un organe olfactif, qui permet donc de renifler, de sentir, de reconnaître quel est l'animal qu'ils ont pris, quelle race et quelle espèce c'est. Donc, ces tiques sont donc en quête, ils sont à la chasse, ils essayent de repérer et d'être pris. Donc, normalement, quand le chien se met sous les fougères, il se met dans le nid des tiques, mais quand il n'y a personne qui vient, les tiques remontent un peu plus haut pour un peu se laisser voler et essayer de trouver l'animal. Ils se plantent alors sur l'animal, ils essayent de trouver un endroit, ils choisissent l'endroit normalement surtout dans la face et dans l'encolure et dans le poitrail inférieur, puisque c'est là que d'en bas ils peuvent monter, mais d'en haut c'est aussi là qu'ils atterrissent en se mettant en haut et en se jetant là. Et bien, ce sont des animaux avec beaucoup moins d'habilité que les araignées qui ont le fil qui leur permet de monter et de descendre comme Tarzan avec son lasso, et pas eux, ils sont beaucoup plus crispés, ils doivent se tenir, et quand ils ont bien bu, alors ils lâchent. Et quand ils ont lâché, ils sont prêts à attendre le moment venu pour retrouver une deuxième proie,
cette deuxième proie va leur donner l'occasion de faire la prochaine mue. Et quand ils sont adultes, on voit bien que les mâles ne sont pas participatifs adultes à la piqûre, à la morsure, et que leur fin de vie est là après avoir rendu prégnante la femelle, tandis que la femelle, une fois qu'elle a pris son dernier repas, eh bien, elle se jette sur le sol et alors, après quelques jours, elle peut lâcher son nombre de plus de 100 à 1000 petites tiques qui vont s'éparpiller et essayer de trouver les autres proies. Donc il y a un cycle impossible de couper, et ce n'est pas en donnant des insecticides et des acaricides que nous allons solutionner le problème, au contraire, parce que ces animaux-là ont une capacité de se régénérer très forte et de même devenir plus dans la résistance, tandis que le hôte qui a pris toutes ces toxines a diminué son immunité, a diminué sa capacité de physiologie, et donc est beaucoup plus accumulé et va donc avoir beaucoup plus de chances de prendre la maladie que le tic peut porter, étant par exemple la maladie de Lyme, parce qu'il est dans un état de mauvaise santé, étant donné toute la façon dont il mange, toute la façon dont il pense, et il est donc grand temps que nous changeons ce mode. J'espère que ça va vous inciter à mieux comprendre ces petites bêtes qu'on n'aime pas, mais surtout à tout faire pour que cette petite bête ne soit pas considérée comme les grands dangers, car le grand danger est surtout notre science qui fait que des choses qui sont absolument toxiques, c'est-à-dire des insecticides, des herbicides, et sans tenir compte de la génération qui va venir et de la pollution qu'on fait à tous les niveaux sur notre Terre. Donc, soyons pas des scientifiques en cherche de facilité, mais des scientifiques en cherche de comprendre la nature. Et dès qu'on l'a comprise, on peut se mettre à son service et on peut avoir leur service rendu. Merci beaucoup.